les courses de dernière minute pour le confinement, tout ça, ça va? Tu as tout prévu? Non, non, c'est bon, c'est fait, tout va bien. Non, non. Bon, bah, on va pouvoir y aller alors. C'est une image d'un arbre qui était dans la maison de mes grands-parents. J'allais fréquemment chez mes grands-parents. Le mercredi midi, où je regardais Petite maison dans la prairie après l'école. Et il y avait un arbre sur lequel je grimpais parce que moi, dès qu'il y a un arbre, je grimpe dessus. Et là, c'était un mimosa et il avait toujours une forme très particulière et tout, vraiment une forme, tu sais, c'est les arbres que tu vois dans les films où t'as toujours un personnage un peu fou qui est perché sur la branche et tout. Et là, c'était ça, c'était cet arbre. Alors qu'en plus, quand il était fleuri, il y avait ces gros tas de toutes petites fleurs jaunes qui sentaient extrêmement bon et tout. Et j'y grimpais tout le temps. Et je me pendais à ça et tout. Donc, j'ai vraiment ça représente pas mal l'image de mes après-midi d'enfant. D'accord. Et tu parles de la petite maison dans la prairie. Tu rentrais exprès pour regarder ou c'est parce que tu rentrais à la maison que tu Non, regardais? non, c'est parce que le midi, j'étais chez mes grands-parents parce que mes parents travaillaient et que je regardais ce qu'il y avait à la télé à ce moment-là. Donc, les séries qu'il y a le midi. Donc, c'était Dr. Queen, La petite maison dans la prairie, Midi les zouzous sur la 5. Ce genre de trucs-là. Non, ça me passionnait pas tant que ça. D'accord, tu regardais parce que c'était là, quoi. Ouais, c'est ouais. D'aussi loin que tu te rappelles, les premières images auxquelles tu as été confronté, c'est plutôt à la télévision ou au cinéma? Non, c'était plus à la télé, des vieux films parce que mes parents regardaient pas mal de films de Funès, des films avec Fernandel ou des trucs comme ça. Donc c'était plutôt des films des films où ce qui passait à la télévision ce soir-là. C'était vraiment le petit moment sympa, mais non, c'était pas des films de cinéma à proprement parler. C'était ce qui venait ce soir-là, quoi. Est-ce qu'il y avait une programmation au préalable, de regarder dans le journal? Tiens, ce soir, on va se faire ce film-là parce qu'on va être en famille. Oui, je me rappelle, on allait acheter TéléZ, tu sais, je sais même pas si ça existe encore. C'est vraiment le petit magazine avec le chien là, et genre et on feuilletait et tout ce qu'il y avait dedans, et on choisissait. Alors souvent le soir c'était parce que mes parents ils voulaient que je me couche tôt et tout, donc j'avais pas non plus d'opportunité de regarder trop des films, et plus tu sais les séries, La Nounou d'enfer, ces trucs là qu'il y avait le soir où je devais me brosser les dents, regarder ça et puis après aller au lit directos. Mais et non, voilà, il y avait des moments de films aussi, mais effectivement choisis comme ça, c'était des vrais bons moments, des vrais moments choisis. Et qui avait le dernier mot justement sur ce choix? C'est plutôt les parents, plutôt toi? En général, mes parents me laissent toujours beaucoup le dernier mot, toujours aujourd'hui. Mais ils étaient ils étaient pas super fans de Disney, ou ils étaient pas super fans de moi. Si à l'époque je regardais tout ce que les copains ils regardaient, de quoi on parlait dans la cour. Donc si tu me laissais regarder la télé, je pouvais très vite aller sur des Star Academy ou des Plus belles la vie, tu vois. Donc donc quand je déraillais un peu, ils faisaient hop là, allez, ce soir on regarde ça plutôt. On regarde un autre film. Mais non, ils me laissaient assez libre de choisir. Et tu parles de la cour de récré, de se raconter ce qu'on a vu la veille. Ça portait essentiellement, tu disais peut-être sur la télé-réalité ou des choses comme ça, mais est-ce que ça portait également sur des films qui auraient marqué ta génération justement à la récré? Ah, t'as vu ce film hier soir? Ben, pas tant sur... Alors, si c'était les films, c'était souvent les Disney, parce que bon, voilà, je suis vraiment génération des années 90, donc très Disney et tout. Ou sur les séries, tu sais, à l'époque, la trilogie du samedi et compagnie. Mais pas tant sur les films. J'étais un peu solo sur les films, à regarder des films, d'autant plus, je te disais, voilà, moi j'étais petite dans les années 90-2000.
Et mon père, il me faisait regarder des films de Terry Gilliam, des films avec Louis de Funès ou des westerns. Et vraiment, quand je parlais de ça, ça parlait à personne, quoi. Vraiment, j'étais un peu seule. Donc, c'était plus, non, dans la cour de récré, c'était plus les séries ou les Disney, quoi. Et ça te donnait un sentiment de mise à l'écart ou plutôt, tu étais contente d'avoir ce petit jardin secret? Non, non, bah, ni l'un ni l'autre, parce que bon, j'aimais les films que je regardais à la maison. Ça me dérangeait pas tant de pas pouvoir en parler parce que je regardais aussi ces séries, je regardais aussi ces Disney et tout. Donc j'étais pas ostracisée parce que j'étais la fille bizarre qui regardait. Non, 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 j'aimais bien avoir ces moments-là avec mes parents et tout, et ça me dérangeait pas de séparer ces choses-là, quoi. Alors tu me dis des noms comme ça, Terry Gilliam, c'est vrai Mm. que Tomino, c'est un peu costaud et je suppose que Mm. c'est un peu plus tard parce que tu me parles des Louis de Funès, on passe à Terry Gilliam, Euh, c'était ça dans dépend, la même époque? Oui, oui, complètement, mais après, ça Ah dépend oui. les films. Tu vois, quand je te parle de Terry Gilliam, mon père, il m'a pas montré Thaïlande ou Brésil quand j'avais 7 ans. Il me montrait Le Baron du Munchausen ou des films des Monty Python qui sont pas forcément plus accessibles, mais plus légers. Parce que Terry Gilliam, c'est pas forcément très très léger. Mais non, non, je regardais Le Baron de Munchausen, j'étais complètement accro quand j'étais petite, je regardais tout le temps. Mais oui, c'est parmi ces films les plus light, quoi. Et est-ce qu'il accompagnait ça parce que tu parles de ton père principalement ou c'est Oui, oui, tes oui, 2 sûr. parents? C'est plutôt ton père? Donc ça serait Les plutôt lui films, le c'était plutôt mon père, ouais. donc ça serait plutôt lui le passeur et est-ce il t'initiait à ces films justement? Ou il te montrait ça et après il attendait de voir ta réaction? Ou il te préparait, un petit laïus avant pour te dire: «Voilà, je le remets dans le contexte de l'époque»? Comment ça se passait en fait? Non, non, en fait, moi, mon père, c'était pas tant un passeur dans le sens cinématographique du terme, mais plus, il m'a donné l'amour des histoires. Mon père, il est écrivain et journaliste. Et il m'a passé ce goût. Il me lisait jusqu'à mes 15 ans. Il venait dans ma chambre et il me lisait des bouquins. Je me rappelle qu'il m'a lu Don Quichotte quand j'avais 8 ans. Il m'a lu Gargantua. Il m'a lu des livres un peu lourds pour des enfants. Et on lisait ça ensemble. On faisait les voix, on s'enregistrait. Donc, il m'a plus passé ce goût des histoires. Et du coup, quand on regardait ces films-là, il s'est jamais trop mis en espèce de tuteur, mais voilà, on parlait de l'histoire et après on fonctionne toujours comme ça aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, c'était plus des histoires que de m'expliquer, bon voilà, tel film fait partie de telle époque, de tel mouvement. Non, non, c'était l'histoire qui comptait. Qu'il y a un moment où tu t'es approprié justement ce que tu allais voir en fait? À un moment où tu t'es détaché, des parents, tu t'es détaché des copains et toi tu as tracé ton Oui, oui. sillon? Oui, oui, c'était quand je suis devenue étudiante, en fait, après le bac, parce que là, je regardais les trucs que je choisissais moi, et j'ai commencé à avoir les premiers. Alors, pas par rapport à mes camarades, etc., parce que j'ai fait des études de théâtre, donc on en parlait beaucoup avec mes camarades, justement. Mais par rapport à mes parents, j'ai découvert à ce moment-là un amour du cinéma, non plus forcément pour l'histoire que ça raconte, mais aussi pour comment est-ce que c'est fait, les plans, les acteurs, beaucoup, en plus de l'histoire, même si l'histoire pour moi prime toujours. Mais voilà, où j'ai commencé à moi proposer des films à mes parents et où bah, ça leur disait bof parce que c'était un film peut-être dur ou peut-être qui faisait des sentiments pas très agréables. Et mes parents, pour eux, quand ils regardent un film, il faut que ce soit agréable parce que bon, on va pas se faire du mal non plus. Et moi, du coup, on avait vraiment cette différence-là parce que moi, j'aime bien quand ça procure de l'émotion, même si c'est une mauvaise émotion. Je l'absorbe, qu'est-ce qu'elle me fait, comment je la vis. Voilà, oui, il y a une vraie différence à ce moment-là, ouais, effectivement. Alors je suis curieux de savoir quelques exemples de films qui les ont bousculés. Est-ce qu'ils finissent par regarder avec toi ou c'est un refus catégorique ou? Ça dépend lesquels, parce qu'il y en a, je leur propose même pas parce que je sais que ça leur dira pas. Mais
Non, des films, des thrillers ou des films. Qu'est-ce que j'ai pu leur proposer? Oui, des films comme bon, ça c'est arrivé plus tard, mais Prisoner ou genre de film un peu qui fait mal, ou alors des films où tu ressors à la fin du film, ou des films de Aronofsky. Si je suis pas forcément hyper cliente de tous ces, enfin je suis pas du genre à aller regarder tous ces films, mais j'aime bien découvrir et voir ce que ça me provoque et tout, et ça je sais que c'est pas la peine du tout, quoi. Tu as fait des études de comédienne, de théâtre. Le cinéma t'a attiré aussi, je pense. Oui, ma première année d'études, j'ai fait une option cinéma en plus du théâtre, ouais. Alors, c'est une option, c'est-à-dire c'est le jeu face à la caméra, ou c'est l'histoire du c'était cinéma? vraiment non, dans mon cursus d'école de comédienne, on apprenait à la fois le jeu théâtre et à la fois le jeu cinéma dans de courts moments, des espèces de petits stages. Mais ma toute première année, j'étais à la faculté, et à la faculté, j'étais en fac de théâtre, et on avait le droit de prendre des options, et j'avais pris une option cinéma, mais c'était vraiment analyse cinéma. C'était vraiment comment fonctionne un plan, comment ça s'appelle. Donc bon, je suis pas du tout naisseuse pointue ni quoi que ce soit, parce que j'ai fait cette option qu'un an, mais c'était vraiment très intéressant, et je pense que ça a aussi alimenté à me faire découvrir des trucs et à ouvrir une porte où je me suis dit tiens, c'est super intéressant ce qu'il y a derrière, en fait. Et le métier de comédienne, ça t'est venu enfant, ou ça t'est venu vers l'adolescence? J'ai toujours fait du théâtre. J'ai commencé je voyais pas ça du tout comme un métier, déjà parce que je pensais pas du tout que je pouvais être douée en ça. Je ne sais toujours plus. Je pense qu'une fois qu'on se dit ça, c'est mal barré de toute façon. mais non, je l'avais jamais trop envisagé, parce que ça fait peur. Parce que c'est un métier qui est compliqué. Donc j'envisageais plein d'autres trucs, de travailler dans le design, de travailler, d'être éducatrice. Donc j'ai toujours été tellement intéressée par les arts de manière générale, le cinéma, le théâtre, la danse, la musique, l'art plastique, que en fait, avec le recul, ce serait très difficile pour moi de pas y passer le plus clair de mon temps. Et en fait, cette décision-là, elle s'est dernier jour d'école, parce que j'avais fait toutes mes demandes, tu sais, tes demandes, premier vœu, deuxième vœu, machin, pour rentrer à la fac. Et j'étais dans un atelier théâtre en terminale. Et à la fin de l'année, on joue le spectacle. Et je me rappelle trop de ce moment-là. On salue et on se fait applaudir. Et d'un coup, j'ai une espèce de vague en moi. Et je me suis dit, c'est ça là. C'est ça. C'est pile ça qui me fait vibrer. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai dit bon allez, ça, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça dégage. Je veux faire du théâtre. J'ai eu l'extrême chance d'être soutenue par mes parents. Et du coup voilà, à partir de ce moment-là, ça a été ça. Du coup, c'était plutôt la relation directe avec le public, ce moment le moment suspendu de jouer, en fait, plus que actrice finalement, où c'est en différé. Oui, d'ailleurs aujourd'hui je travaille plus dans le théâtre que dans le cinéma. J'aime énormément ces deux milieux, mais c'est vrai que en tant qu'actrice, le sentiment d'être sur scène devant un vrai public et de vivre un moment, parce qu'en plus c'est pas exactement la même façon de jouer, parce qu'au cinéma, tu es en train de boire ton café, puis tu vas jouer le deuxième plan de la séquence 7, machin truc et tout, alors qu'au théâtre, dans la majorité des cas, pendant une heure et demie, un truc, en fait, tu vas incarner un personnage et ça va pas s'arrêter, et tu vis son histoire dans l'ordre. Et donc, pour moi, c'est vrai que au niveau du sentiment du jeu d'acteur, c'est difficile de remplacer les planches. Même si c'est aussi quelque chose que j'adore de jouer devant la caméra, et ça m'apporte d'autres choses au niveau de la vibration interne. La scène
la scène, c'est quelque chose de vraiment à part. Est-ce que tu dirais que du coup YouTube, c'est un peu un juste milieu entre la scène et le cinéma? Puisque en fait, tu incarnes un personnage sur la longueur. Enfin, je sais pas si tu incarnes un personnage, tu as l'air d'être, Ben, un peu comme tu es dans la vie, mais forcément tu dois oui, poser un oui, oui. personnage YouTube Oui, et oui, tu as je le vois ce que tu retour veux dire. direct avec les commentaires, enfin tu as une relation directe avec le public. Est-ce que Ben, ça t'intéresse ou? oui, alors je dirais pas que c'est un entre-deux média en fait complètement différent. Déjà effectivement, je suis pas comédienne quand je tourne mes vidéos. Je suis moi, mais en organisé et en peut-être un petit peu plus extraverti pour une question de rythme. C'est moi qui, j'allais dire me mettre en scène, mais non, qui organise mes pensées pour parler de choses qui me passionnent et qui essaye de le faire en étant un peu rigolote, détendue, en prenant pas trop les choses au sérieux non plus. Donc c'est pas vraiment un personnage, c'est comme je te dis, c'est moi mais en plus organisé. Mais c'est plus du partage que vraiment un personnage, quoi. Même si j'ai envie de tendre vers d'autres formats où je ferais vraiment des petits sketchs où là, je jouerais, mais je jouerais sans jouer, c'est-à-dire que je serais pas un personnage, je ferais des blagues, en fait, des petits sketchs. Je serais pas actrice, je serais plus humoriste, même si j'ai pas du tout suffisamment confiance en mes capacités d'humoriste pour prétendre dire ça. Mais non, voilà, c'est plus une question de partage avec une forme autour que du jeu. Alors, c'est la deuxième fois que tu m'évoques un problème de légitimité. La première fois, c'était, sur le théâtre et là, c'est sur l'humour et bah, je te pose la question aussi sur YouTube, du coup et sur ce que tu fais. Est-ce que tu te poses cette question de la légitimité? Est-ce que tu t'interroges tout le temps? Est-ce que tu es sûr de toi Je, dans ce que tu fais? non, jamais, jamais totalement. En fait, oui, complètement, et non, pas du tout, en même temps. C'est-à-dire que je fais les choses en essayant d'être au maximum convaincue, d'avoir suffisamment travaillé pour que ce soit présentable, sinon je ne le montrerai pas. J'ai appris quelque chose au cours de ma jeune vie, qui est que si on attend que les choses soient parfaites pour les faire, on les fait jamais. Et en même temps, je remets toujours en question ce que je fais et j'ai pas une confiance en moi totale. Je m'estime être toujours en train d'apprendre et j'espère avoir cette sensation-là pour toujours. Mais voilà, à la fois, dans le moment où je suis en train de le faire, j'ai confiance en ce que je fais, confiance en le fait que ce soit présentable et correct. Et en même temps, non, je remets toujours en question. Je regarde, je me dis, ah bon, alors peut-être que la prochaine fois, si ça et tout, je suis toujours en travail. Et dans mon métier aussi. Et c'est ça que j'aime bien. Mais bon, c'est vrai que c'est une question qui se pose, quoi. De se sentir à l'aise dans ses baskets là-dedans. Et du coup, cette chaîne, elle a quel but pour toi par rapport au cinéma, en fait? Parce que je me suis surtout intéressé aux parties, où tu Oui, parles oui. des films, où Ouais, tu ouais. fais des tops et cetera. Est-ce que c'est une visée critique, une visée, on va reprendre le mot de passeur, ou vulgarisatrice ou, quelle est ton ambition par rapport à ton auditoire? Qu'est-ce que tu veux, leur Euh, c'est un peu tout transmettre? ça en même temps. Peut-être pas vraiment critique parce que j'ai du mal de plus en plus avec les avis extrêmement tranchés de toute façon la vérité c'est ça et point final. Je suis là aussi toujours en train d'apprendre que un film il peut mijoter très longtemps dans ma tête. Je partage un ressenti à un moment donné. D'ailleurs, à chaque fois que je fais une critique d'un film, je spécifie quasi systématiquement que ce n'est que mon avis à un moment donné et que tout le monde est libre d'avoir des avis complètement différents. Et c'est même ça qui est plutôt kiffant. À part quand de vidéos, à part quand c'est des films qui diffusent des messages très dangereux, où là je me fais plutôt
je me mets en état de prévention et de, avec humour, dire attention, il y a quand même des choses qui sont pas très très cool. Mais sinon, non, oui, un passeur, un partage, j'ai envie de papoter avec les gens, de les faire rire en leur faisant découvrir des choses. Et c'est surtout ça, plutôt que de dire je vais vous donner, je vais vous livrer la vérité sur un film et vous devez la boire telle une potion magique de je sais pas quoi. Je me vois pas comme ça. Et alors du coup, comment tu abordes cet aspect, d'analyse de film? Comment tu te prépares? Comment, tu as dit que tu avais une petite formation, à la fac. Est-ce que tu te nourris de critiques, de bouquins, ou alors tu vois le film et c'est ton sentiment premier qui domine et tu nous le fais partager? Quel est plutôt ton Là aussi, approche? un peu des deux, ça va dépendre des vidéos. C'est vrai que les critiques que je fais des films que je viens de voir, les critiques d'actualité, ça fait un bail que j'en ai pas fait du coup. En général, c'est souvent du ressenti parce que je les fais rapidement pour qu'elles continuent à être d'actualité. C'est d'ailleurs pas la forme de critique que je préfère, mais sinon non, c'est un petit peu tout ça. Je parle surtout du ressenti et de l'histoire en général. Parce que c'est ça qui touche le plus. Mais pour ce qui est des plans, de l'analyse scénaristique ou quoi, j'ai regardé beaucoup de critiques avant de faire YouTube. Je regardais énormément de chaînes de critiques parce que je pense que j'avais besoin de ce partage, de confronter mon avis à d'autres avis et tout. Depuis que j'ai YouTube, parce que déjà j'ai beaucoup moins le temps. Et en plus, j'ai moins cette frustration que j'avais avant puisque je livre mon avis et j'en discute directement. Mais oui, c'est un petit peu de tout ça. Je me prétends pas du tout être suffisamment calée en analyse de cinéma pour pouvoir vraiment faire un focus là-dessus. Mais j'essaye toujours d'en apporter un petit peu quand ça a attiré mon œil, quand je me dis que ça peut être intéressant, et puis quand je me dis que ça n'a pas déjà été fait 50 fois par des gens qui le font peut-être beaucoup mieux que moi. Donc c'est un peu tout, c'est un mélange ouais, de ressenti et de petite analyse par moment. Peut-être, j'avais peut-être une question sur le YouTube, Ciné Game qui est très masculin aussi, mais Ouais. bon, je vois pas où ça peut nous mener non plus. Non, À mais part de dire: «Oui, ça manque de filles», mais non, mais ça manque pas forcément de filles. Il y a beaucoup de filles sur YouTube. Moi, je parle à beaucoup de filles qui font des vidéos sur les réseaux et tout. C'est juste qu'elles sont moins mises en avant parce que pour avoir suivi une masterclass YouTube, figure-toi, d'une personne qui bosse un peu sur YouTube, eh ben, peut-être qu'il existe un espèce de réflexe humain qu'il serait temps peut-être de penser à démonter, qui est que lorsqu'il s'agit de culture, ben, en général, le public a tendance à se diriger plutôt vers un présentateur, un interlocuteur masculin que féminin, et du coup, par conséquent, l'algorithme ben voilà, met plus en valeur les hommes que les femmes. Je ne sais pas quelle est la teneur et quel est le pourcentage de validation de cette chose-là, mais le fait est que il y a beaucoup de filles qui font des sujets très intéressants. Je parle pas de moi, je parle vraiment, il y a beaucoup de filles qui font des choses très très intéressantes et qui sont moins en avant. Il y en a moins qui ont une très grande communauté alors qu'elles ne font pas, enfin, les filles ne font pas un plus mauvais que les garçons. Donc voilà, c'est très bien qu'il y en ait de plus en plus. Moi, après, tous les gens j'ai pas eu cette sensation, si telle est ta question, pour l'instant, de machisme dans les commentaires ou dans les rapports que j'ai pu avoir d'ailleurs avec les youtubeurs complètement adorables avec moi et très bienveillants et plein de conseils et très gentils. Pour l'instant, j'ai jamais eu dans les commentaires, alors que ça fait quelques mois que j'y suis maintenant, ah mais de toute façon toi t'es une meuf, gna 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 gna. Il y a toujours ce mec qui vient de dire ah là là, eh ben elle est bien jolie celle-ci. Bon voilà, réflexion qu'on ne ferait pas forcément à un youtubeur masculin, mais j'ai pas encore eu affaire à ça. Ça existe, je le sais, pour avoir vu les commentaires des copines qui s'attaquaient à des critiques de films comme Marvel et compagnie
et qui du coup se faisait lyncher parce que t'es une meuf, t'y connais rien. Voilà, j'ai pas encore été confrontée à ça, je le saurai sans doute. Après, voilà, évidemment, je déplore un petit peu que plein de meufs fassent des trucs très, très intéressants et bah, elles soient moins mises en avant. Et j'espère pour elles qu'elles le seront. Et puis, on s'encourage les unes les autres de toute façon. C'est ça qui est... Ça c'est vraiment un aspect qui est kiffant de ce point de vue-là. Tu disais que la chaîne prend son envol depuis quelques mois. Tu as commencé, c'est concomitant avec le confinement, du coup, le premier confinement Eh ou... ben, oui, complètement. Complètement. Alors, j'ai attendu la fin du confinement parce que je suis très organisée. Mais non, ça faisait 3-4 ans que j'y pensais sans trouver vraiment le moment de me poser sur la question, d'analyser ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, etc. Là, ça m'a donné l'opportunité d'avoir rien d'autre à foutre. Mais et du coup, voilà, ça m'a permis, ça a eu, au moins ça a eu de positif en ce qui me concerne. Voilà, ça m'a permis de vraiment me pencher sur la question parce qu'avant, voilà, je me posais déjà beaucoup trop la question de la légitimité à ce moment-là. Et puis, voilà, je trouvais pas comment amorcer la chose. Et bon, voilà, ça m'a bien aidé pour le coup. Et du coup, est-ce que ça va être un dilemme quand tu auras beaucoup moins de temps, quand ça va reprendre, en fait, quand l'activité culturelle va vraiment reprendre? Est-ce que tu as quand même envie de donner la priorité à ta chaîne ou ça... Non, ma chaîne n'a pas la priorité sur mon métier, c'est d'être comédienne. Ma chaîne n'a pas priorité. Pour l'instant, j'ai quand même eu des phases d'énormes boulot. D'ailleurs, je suis dedans en ce moment parce que même si je peux pas aller jouer, je suis en création de spectacles et tout. Donc, je bosse beaucoup. J'arrive quand même à de faire ces vidéos une fois par semaine. Après, si j'en viens à être frustrée parce que du coup, j'ai pas le temps de faire les vidéos comme je voudrais les faire, peut-être que je prendrai le parti de faire, je sais pas, une vidéo toutes les 2 semaines pour ne pas proposer une vidéo pour proposer une vidéo, mais proposer un contenu qui soit intéressant à la fois pour moi et à la fois pour les gens qui regardent. Mais elle sera toujours là, sauf si un jour vraiment j'en ai plein les bottes, mais c'est pas tout de suite. Et j'arrive pour l'instant à trouver cet équilibre-là. Je pense trouver toujours un équilibre. Donc, tu parles de... T'as vu beaucoup de youtubeurs, de youtubeuses. Quelles sont tes influences, justement, de ce côté-ci? Bah, j'ai pas tant d'influence que ça parce que, enfin, ce que je regardais, c'était surtout d'ailleurs depuis que je suis sur YouTube, j'en découvre des plus petits parce que je regardais les 10 les plus connus jusqu'à maintenant. J'en découvre des plus petits qui sont vraiment extrêmement intéressants. Mais je regardais surtout des critiques à chaud ou les vidéos du Fossoyeur qui sont pas du tout dans ce que je peux proposer. Donc c'est aussi pour ça que j'avais commencé la chaîne, c'est que je m'étais dit peut-être que j'ai un créneau qui puisse être intéressant. J'avais envie de mélanger à la fois la critique et un peu l'humour comme peuvent le faire des personnes comme Matt se fait des films. Je sais pas si tu connais, donc qui lui ne fait pas du tout une analyse, mais bon fait vraiment de l'humour. J'aime beaucoup ces vidéos et voilà faire un espèce de mix entre voilà des choses rigolotes et à la fois un petit peu d'analyse et voilà je me suis dit peut-être qu'il y a un endroit où je peux me placer et apporter quelque chose mais voilà j'aime beaucoup ce que fait Durandal, même si je suis quasiment jamais d'accord avec ce qu'il dit. je trouve ses analyses très intéressantes. Le Fossoyeur, j'aime beaucoup. D'ailleurs, s'il regarde, je lui fais un coucou parce qu'on se connaît un petit peu. Très, très peu, mais on s'est croisés. J'avais pas forcément d'interlocuteur dans ma vie de tous les jours avec qui partager cette passion-là. Et un des gros aspects positifs de YouTube, c'est que y a des gens, en plus j'ai la chance que pour l'instant ce soit les gens qui rentrent en contact avec moi plutôt que moi d'aller chercher et tout. Et des gens trop cool qui entrent dans ma vie pour parler de choses cool, je veux dire, bon, bah voilà, c'est trop bien, quoi, que demande le peuple. J'ai découvert des gens qui apportent vraiment d'autres choses qui sont aussi très intéressantes, comme Demoiselle d'horreur, qui apporte vraiment des analyses des personnages féminins et tout. Et j'ai l'impression d'en découvrir tous les jours des
des gens qui ont des créneaux très précis et tout, et qui sont très intéressants. Clara, ce qu'elle fait, c'est très intéressant aussi, et c'est encore complètement différent. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un petit morceau à chaque fois d'influence et d'essayer de faire ma, ma popote à moi pour proposer quelque chose de nouveau, parce que je me disais, qu'est-ce que je peux apporter, quoi? Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Donc, bon, voilà, je me suis dit peut-être ça. Alors à Querelle, nous, donc on débarque sur YouTube et on vient plutôt du papier, nous. Et Ouais. on interroge aussi un peu ça. Et je voulais savoir, toi, est-ce que tu as eu aussi une culture de la critique sur papier? Est-ce que tu as lu de la presse spécialisée cinéma? Est-ce que ça t'a nourri aussi? Ou c'est principalement YouTube, comme tu disais? Oui, il y a eu quelque chose. Alors, je m'y TéléZ, connais par pas exemple? énormément. Oui, une critique très très pointue finalement. Non, mais j'ai lu je regardais des magazines par rapport au cinéma où il y avait de temps en temps des critiques sur Première, etc. Les plus connus, hein, je suis pas très connaisseuse pour tout ce qui est critique papier. Mais par contre, ça m'intéressait. J'avais même, avant de penser à YouTube, je m'étais dit, je vais faire ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas papier, du coup, c'est numérique. Mais à l'écriture, en Oui, tout cas, à de l'écrit, quoi. proposer, tu vois, je sais pas, sur un compte Instagram ou quoi, de proposer des critiques et tout. Après, je me suis dit, pourquoi pas la vidéo? En fait, ça me permettrait d'apporter vraiment quelque chose et tout. Mais oui, j'aime beaucoup lire aussi les critiques, ouais. Et est-ce que ça apporte quelque chose selon toi par rapport à YouTube ou YouTube te suffit? Euh, c'est c'est compliqué, c'est deux choses qui sont différentes. Sur le papier, on peut peut-être moins illustrer son propos, moins on a un avis assez direct et assez bref. Donc peut-être que YouTube permet par son format d'approfondir un petit peu, mais en même temps, l'écrit, je trouvais ça bien pour avoir un aperçu comme ça quand je feuilletais des espèces de petites pastilles tiens, tel film, ça raconte quoi? La vie de telle personne? Est-ce que ça me provoque l'envie de le voir, de pas le voir ou quoi? Et c'est des pastilles beaucoup plus rapides que des vidéos dans lesquelles je peux me lancer pendant 1 heure, quoi. Donc les deux sont intéressants, je trouve. Je voulais savoir aussi quel cinéma t'intéresse, quel genre, quel est ton genre de prédilection, si tu as un genre de prédilection ou si tu es plutôt généraliste, je sais. Je suis généraliste, je pense. Après, j'ai des choses qui me touchent plus que d'autres. Les films de voyage, les thématiques de voyage, ça me touche. Les films, je le disais dans l'interview des gardiens du cinéma, les films des films comme les films de Terry Gilliam, en fait, qui allie une espèce de réalité peut-être un petit peu difficiles et qui font rentrer au pied de biche du rêve, de la fantaisie, de l'absurde, de la folie, de la poésie, comme peut le faire Wes Anderson, comme peut le faire Dupontel, même si ça ne se ressemble pas du tout. Mais c'est des personnes qui voilà, font rentrer du rêve pour parler de la réalité. Et ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup, surtout quand il s'y rajoute une dimension esthétique très plastique, comme Terry Gilliam ou comme Michel Gondry, où vraiment là, ça me titille. Genre, j'ai envie de fabriquer des trucs, de mettre les mains dans le cambouis et d'aller avec ma scie sauteuse fabriquer des décors quand je vois ces films-là. Ça, c'est des films qui me touchent particulièrement. Mais sinon, je peux aimer des films vraiment de tout style, quoi. Et ton mode de visionnage, est-ce que qu'est-ce que tu privilégies, le cinéma, chez toi, home cinéma, avec des amis? Alors, pas avec des Comment tu amis. consommes? D'accord. Pas avec des amis. Évidemment, le cinéma reste vraiment une expérience à part. Après, j'ai vraiment un amour je regarde un film seul chez moi et je découvre le film complètement différemment, en fait. Je peux apprécier un film
chez moi ou ne pas apprécier un film chez moi alors que je l'avais kiffé ou pas au cinéma. Ça m'apporte vraiment quelque chose. Je suis dans mon petit cocon. Je regarde le film avec l'ambiance que je veux. J'ai le droit de l'arrêter pour souffler ou pour digérer ou quoi. Je peux le regarder. C'est ça que je préfère. Je préfère, je dirais que l'appréciation vraiment pure et dure, c'est quand je suis seule. Mais après, j'ai beaucoup d'amour aussi pour les moments que je partage quand je regarde des films avec mes parents ou à deux ou ces choses-là où c'est une autre expérience en fait. Vraiment, ça apporte quelque chose d'autre. Mais j'ai une très forte nostalgie et un très fort amour des films que je découvrais avec mes parents et que je découvre toujours quand je vais les voir. On finit toujours par regarder un film le soir avec mon père en général parce que ma mère s'endort au bout de 2 minutes. Mais où on peut regarder ça et puis après en parler. C'est des expériences qui sont différentes. Ouais. Donc, je pourrais pas trop choisir. C'est marrant parce que ce mode de consommation dont tu parles, d'arrêter le livre quand c'est trop intense ou au contraire de faire durer parce que tu as envie de faire durer le film peut-être, ça fait penser à la consommation de romans, de livres. On en revient au livre du début. Oui, complètement. Complètement, parce que... Alors, il y a des fois où je vais vraiment pas avoir envie de le faire parce que je vais avoir envie que le film me prenne et ne me lâche pas jusqu'au bout. Mais après, c'est vrai que j'aime bien aussi revoir plusieurs fois un truc. J'aime bien mettre pause, aller me chercher une barre de chocolat et revenir et tout. Et oui, c'est vrai que ça ressemble assez au livre. Et j'étais une grande lectrice à un moment donné. Et il y a ce truc-là c'est ton truc à toi et tu le vis comme tu as envie de le vivre, au rythme où tu as envie de le vivre, quoi. Le fait de parler des films ensuite sur YouTube, est-ce que ça a changé ton rapport au cinéma? Est-ce que tu es beaucoup plus analytique maintenant quand tu vois un film ou tu te laisses toujours emporter par le film et après tu réfléchis? Non, je me laisse emporter. J'essaye de pas être analytique parce que ça me défonce le film, en fait. Il y a quelques fois où ça m'est arrivé au cinéma de d'un coup être plus happée par l'analyse de ce qui est en train de se passer, l'analyse des plans, machin truc et tout, et je suis plus l'histoire, et ça, c'est non, quoi. Genre vraiment, il faut... Sinon, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc je veux me laisser happer par le truc, et puis après analyser, je vais pas prendre mon bloc-notes et écrire, sauf vraiment quand je le fais, si je le faisais... quand je faisais des critiques à chaud, parce que je me disais, attends, il faut quand même que j'analyse ce que je suis en train de voir, parce que sinon, je vais juste te dire, ouais, ben, j'ai aimé, et j'ai aucun argument. Mais c'est vrai que ça a modifié ce point de vue-là, parce que du coup, je me force, quand je vais sortir une critique et qu'il faut que je la sorte vite, à être analytique, et peut-être que ça me bouffe des fois un petit peu le fait de me laisser... complètement emportée. J'ai peut-être pas, comme certains peuvent avoir encore, cette double faculté à la fois analyser et à la fois être complètement dedans. C'est pour ça que les critiques à chaud, entre guillemets, c'est sympa, ça permet aux gens de se tenir au courant. Pour moi, c'est pareil que les petites pastilles dont je te parlais sur la presse écrite. C'est vraiment une pastille où tu donnes ton ressenti, pas forcément énormément d'arguments et tout, mais voilà, si je veux pouvoir être beaucoup plus approfondie dans ce que j'ai à dire et tout, bah, peut-être qu'il faut que je le revoie ou peut-être qu'il faut que je le digère vraiment et que j'y repense parce que je veux me laisser... En fait, j'ai pas envie que, parce que je dois l'analyser, ça me gâche mon expérience de spectateur au moment du visionnage, quoi. Et Voilà. du coup, tu vois quoi pour l'avenir de ta chaîne, en fait? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu vas continuer sur cette ligne-là? Est-ce que tu as déjà tu parlais peut-être de court-métrage tout à l'heure aussi? Enfin, de sketch? Alors, pas court-métrage, pas court-métrage, mais oui, j'aimerais amener ce format à la fois humour et à la fois, tu vois, en reprenant par exemple des films qui ont été sortis, qui ont été beaucoup vus et tout, des formats à la fois plus analytiques et à la fois des formats plus simples, vraiment d'essayer de faire certaines vidéos qui durent pas très longtemps pour les gens qui ont juste envie de regarder une petite pastille, comme on disait,
et à la fois des vidéos beaucoup plus approfondies avec un peu plus de mise en scène, de travail d'écriture et de jeu, pourquoi pas. Mais voilà, à l'exception de ces nouveaux formats que j'aimerais amener, j'essaye déjà de stabiliser mon rythme et puis de profiter, parce que déjà, ça me prend beaucoup de temps. Et j'ai beaucoup de travail à côté. Donc voilà, j'essaie de me stabiliser et puis d'essayer de trouver où placer mon curseur, où à la fois ça me plaît, à la fois ça peut plaire aux spectateurs. Et voilà, je suis encore là-dedans. Merci. My head begins to jingle most every time I nod, 'cause obviously, quite obviously, I'm odd. Each Christmas I go fishing to catch a Christmas cod, 'cause obviously, quite obviously, I'm odd. T'as quelque chose à rajouter? Ben un post-générique? Ouais. Non, un gros bisou, soyez bienveillants et gentils envers les uns envers les autres et mangez 5 fruits et légumes par jour. Je vais mettre ça en post-générique. Ça marche.